Comment bien gérer les écrans avec nos ados? Nous avons posé la question à notre experte Églantine Godefroy-Trancard, dirigeante de la Maison Mère, coaching scolaire et familial. Vous êtes dans notre rubrique Bien-être et qualité de vie. Allez, c'est parti! Bonjour à tous. Alors la Minuterie me propose aujourd'hui de partager avec vous une petite capsule vidéo sur la gestion des écrans pour nos enfants et plus particulièrement pour nos ados. Je suis Églantine Godefroy-Trancard, je suis coach diplômée et ça fait maintenant 6 ans que j'accompagne au sein de mon cabinet de coaching La Maison Mère. J'accompagne élèves et parents et non pas en leur donnant des conseils, mais en les questionnant. Et pourquoi des questions? Parce que par une question, vous êtes amené à voir une situation sous un nouvel angle, sous un nouveau jour, et voir comment agir différemment et plus efficacement. Et surtout, par une question, c'est vous qui trouvez vous-même vos réponses en fonction de ce qui vous correspond, de vos besoins, de votre famille. Et c'est pour ça que ça marche et que c'est bien plus efficace. Quelle est notre façon de faire en tant que parents face à la gestion des écrans? C'est de mettre en place un cadre, des règles et des limites. Ça, ok, l'ado, il en a vraiment besoin. Mais qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Eh bien, on va répéter, on va s'énerver, on peut arriver aussi parfois en tant que parent avec des jugements très très durs face à nos ados et leurs écrans et leur dire mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu passes ton temps sur tes vidéos stupides? Tu vas rater ta vie. Et pourquoi on agit comme ça? Bah, pas par méchanceté, bien sûr, hein, mais parce on veut le marquer, essayer de le faire réagir. Mais est-ce que ça marche? Pas trop. Et pourquoi ça ne marche pas? Bah, parce qu'en fait, notre cerveau, et celui de notre ado aussi, hein, il est câblé pour résister face à tout ce qu'il considère comme une menace potentielle, pour se protéger. Et donc, notre ado, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il réagit de manière instinctive quand on l'agresse. Soit il va nous agresser à son tour, soit il va fuir, c'est-à-dire qu'il va monter dans sa chambre et claquer la porte. Et donc, est-ce que notre message passe? Pas du tout. Mais en fait, quand on y réfléchit, hein, ça paraît un peu normal. Hein. Qui voudrait qu'on lui explose un scénario catastrophe en pleine figure? Je vous le disais, notre cerveau, il est câblé pour se protéger et résister face à la menace. Donc, ça ne marche pas. La communication ne passe pas. Et nous, bah, on se retrouve un peu pris dans une spirale de l'échec qui n'est pas très, très confortable et on ne sait pas toujours comment faire. Plutôt que de se dire et de dire tout ce que l'on ne veut pas, arrête, fais pas ceci, tu vas rater ta vie, je vous propose de plutôt vous poser la question de ce que vous voulez. En quoi est-ce important pour vous, en tant que parent, que votre jeune limite sa consommation d'écran? Est-ce pour qu'il travaille plus efficacement et plus sérieusement? Est-ce que ce serait pour qu'il équilibre sa vie et qu'il équilibre sa vie différemment et de manière plus respectueuse pour lui et pour sa santé? Est-ce que ce serait pour qu'il y ait plus de temps en famille ou pour qu'il s'ouvre davantage? Prenez le temps de réfléchir à cette question et de trouver la réponse qui vous tient à cœur. Ok, moi, en tant que parent, qu'est-ce que je pourrais faire concrètement? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour l'y aider? Bah oui, parce qu'en fait, s'il savait faire, il ferait. Alors, peut-être que certains parents se disent: «Bah, ouais, mais bon, moi, quand j'étais ado, je me prenais en main, je bouquinais, je savais m'occuper, il a qu'à faire pareil». Ouais, et c'est vrai que pour certains ados, ça marche comme ça et c'est super. Mais pour beaucoup d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Et pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les applications, tous les jeux vidéo ont été construits, ont été, créés pour répondre aux besoins des adolescents. Leurs besoins, c'est quoi? Bah, c'est être en lien avec leur père PIRS, hein. Ça va être aussi pour se sentir protégé. Et l'écran, bah, ça assure une super protection et c'est beaucoup plus simple d'être derrière l'écran que de s'exposer dans la vie réelle à cet âge-là. Et aussi, et surtout, ça va répondre à un besoin d'évasion. Avec les écrans, eh ben, le jeune, il se déconnecte du souci des notes, des profs, du lycée, du collège. Il oublie les soucis d'orientation, des examens et tout ça, et c'est hyper, hyper confortable. À la question que je vous proposais tout à l'heure, qui était:
qu'est-ce qui est important pour moi dans le fait que mon jeune limite sa consommation d'écran? Imaginons que votre réponse soit moi j'ai envie qu'il limite sa conso d'écran pour travailler plus efficacement. Ok, ça c'est votre réponse. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir concrètement ce que vous allez pouvoir faire. Et la première étape, c'est d'aller en discuter avec votre ado, de voir comment il s'y prend, comment ça se passe le temps des devoirs, comment il s'y prend pour apprendre, pour reprendre ses cours, comment ses prises de notes sont faites, quelle est son organisation, quelles sont ses méthodes de travail. Voilà, de voir un petit peu, de voir ce qui pêche et de voir ce qui fonctionne bien et surtout de voir pourquoi il craque sur son téléphone. Et là, chaque ado aura sa propre réponse. Et sa propre cause. Est-ce qu'il craque parce qu'il se sent découragé en ce moment? Est-ce qu'il craque parce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il craque parce qu'il n'a pas de méthode de travail finalement et qu'il ne sait pas comment faire? Est-ce qu'il craque, et ça c'est une situation que je vois très 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 souvent avec les jeunes que j'accompagne, est-ce qu'il craque parce qu'il a peur de ne pas y arriver et qu'il a peur de l'échec? Parce que souvent, en fait, quand les jeunes passent beaucoup de temps sur leur téléphone, on pourrait se dire, bah oui, mais il n'en a rien à faire, en fait. Il s'en fiche. Non. Toute personne a envie de réussir. Et parfois, le jeune, il va se mettre dans sa bulle et aller sur son téléphone alors qu'il a un examen hyper important le lendemain. Mais ce n'est pas parce qu'il ne veut pas réussir, c'est parce qu'il a tellement peur de réussir et ben qu'en fait, il préfère ne rien faire. Et plutôt que de se frotter à l'émotion désagréable de la peur, de l'échec, de tout ça, en fait, il ne fait rien. Alors, je vous l'accorde, hein, c'est le scénario qui va être fatal, hein, bien sûr. Et puis nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a vraiment envie de bondir et puis de lui dire, non, mais tu te fiches du monde. Là, tu es à l'horizontale depuis 2 heures sur tes écrans alors que tu as ton examen de maths, mais tu vas te planter, c'est sûr. En fait, si on agit comme ça, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a vu, si notre ado il a si peur de l'échec, de quoi il va avoir besoin? Il va avoir besoin d'encouragement. Il va avoir besoin de reprendre confiance. Il va avoir besoin de se reconnecter à la motivation pour qu'il ait suffisamment de courage pour s'y mettre et puis dépasser un petit peu ses émotions désagréables face à l'échec et voilà, face à tout ce qui grince et qui n'est pas très agréable. Donc, nous, en tant que parents, si on veut agir efficacement, ça va être d'aller répertorier, d'inventorier tous les petits pas, tous les petits progrès du quotidien dans la vie de notre ado. Et de manière la plus factuelle possible, comme des preuves. Comme ça va être beaucoup plus facile pour lui de remplir son réservoir de confiance. Ça pourrait être, par exemple, imaginons que votre ado revienne avec un 9 sur 20 en maths. Ok, tu vois, tu n'as pas encore la moyenne en maths, mais regarde, par rapport à la dernière fois, tu avais 8. Donc, tu as augmenté d'1 point ta moyenne. Et la prochaine fois, c'est sûr, on t'aura 10 et tu dépasseras la moyenne après. Vas-y, accroche-toi, ça va marcher. Ça pourrait être aussi de dire, tu vois, moi tout à l'heure, je suis rentrée du boulot et je t'ai entendu, revoir ta leçon d'histoire. Alors, je sais que l'histoire, c'est compliqué pour toi. Je t'ai entendu répéter, t'interroger. Ça va payer, tu t'accroches, ça va payer, c'est super. Donc, d'aller un petit peu comme ça, valoriser et épingler tout ce qu'il fait de positif, c'est la meilleure façon pour qu'il reprenne confiance et pour le reconnecter à la motivation et au goût de l'effort. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez agir comme ça? Le jeune, il va sentir que vous agissez avec lui, que vous agissez pour lui et non pas contre lui. Et ça change tout. L'intention, ça change tout derrière. Alors, la communication, ça repose sur des mots, ok, mais derrière les mots, c'est l'intention qui compte le plus. Et ça, le jeune, il le sent. Et c'est pour ça qu'il vous écoutera et c'est pour ça que vous l'amenez déjà à beaucoup plus de chances pour qu'il coopère, qu'il vous écoute et éviter les craquages du téléphone. Donc, du coup, on l'a vu, mettre en place des limites, un cadre pour la gestion des écrans, c'est nécessaire. Mais ce qui va être encore plus intéressant derrière, c'est de le connecter, de connecter ces limites, ce cadre, à un véritable sens, à des objectifs qui soient importants pour vous et pour le jeune. Qu'ils sentent qu'il y a un sens derrière tout ça, qu'ils sentent que vous parlez vrai, de manière authentique, vraie, connectée à ce qui est important pour lui, pour vous et pour votre famille. Et c'est pour ça que ça marchera.
Écoutez, donc merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette capsule vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la partager autour de vous si ça a été le cas. Donc merci de votre attention, merci à la minuterie et à très bientôt.